Liquidation de la France. Cette vidéo est la deuxième partie de l'histoire du système qui a cassé la France depuis 50 ans, dont je vous ai présenté la première partie il y a à peu près une semaine. La première partie était consacrée à la destruction de la puissance française. Après la destruction de la puissance, on passe à la liquidation du pays. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, rappelons d'où nous venons. Il y a 50 ans, au milieu des années 1970, la France était la 4e économie mondiale, c'est-à-dire derrière l'Allemagne, qui était la 3e derrière les États-Unis et le Japon, et elle talonnait d'ailleurs l'Allemagne. Cette puissance économique, et qui était surtout une puissance industrielle à l'époque, ajoutée à sa force de frappe nucléaire indépendante et à son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, en faisait le leader incontesté de l'Europe, très loin devant les autres, et notamment très loin devant l'Allemagne. Avec ses atouts et son rayonnement diplomatique, qui était considérable à l'époque, avant que des générations de présidents insuffisants et de ministres des Affaires insuffisants et de politiques étrangères indignes d'un grand pays souverain, ne viennent les détruire. La France était la 3e puissance mondiale, derrière les États-Unis et la Russie. Il faut rappeler qu'à l'époque, la Chine ne pesait rien. C'était simplement un pays qui avait une énorme population, mais qui était parmi les plus pauvres du monde, et c'était la même chose pour l'Inde. Bonjour à tous, très content de vous retrouver sur Questions Finance, et bienvenue aux nouveaux arrivants. Dans cette vidéo, et la précédente dont je viens de vous parler, je vous raconte comment un pays passe en 50 ans de 3e puissance mondiale, avec un État sans dette, à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire la 10e économie mondiale, et, chiffre beaucoup plus significatif, le 25e en termes de PIB par habitant, en plus avec une dette de l'État à 220% du PIB, ce qui fait de nous un des pays les plus endettés du monde. Et comment on passe du stade de pays souverain à vassal des États-Unis sous l'autorité de l'Union européenne, cela devrait être évident pour tout le monde, le cas de la France aujourd'hui et depuis déjà pas mal d'années. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour les ménages qui veulent se préparer aux troubles dans lesquels entre la France, j'ai rédigé un rapport sur la préparation financière de la crise civile. Il contient les informations essentielles pour protéger notre patrimoine et avoir de l'argent disponible, même dans un environnement de chaos civil. Vous pouvez l'obtenir gratuitement par le lien visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Pour rappel qu'il faut faire à l'entrée de cette deuxième partie, dans la première partie, objet de la vidéo précédente, nous avons vu que c'est une suite de décisions politiques et leurs conséquences économiques fondamentalement néfastes qui ont cassé la puissance montante de la France. Et que ces décisions, et c'est à l'aune de cette remarque qu'il faut comprendre cette présente vidéo, et que ces décisions servaient un objectif poursuivi inlassablement depuis 50 ans, qui est d'abaisser la France pour la rendre compatible avec l'Union européenne, c'est-à-dire pour rendre possible la création d'une Europe fédérale sous domination américaine. Cheville ouvrière de cette stratégie, une ingénierie sociale basée sur la propagande écrasante des médias du système pour amener au pouvoir en France des politiciens qui œuvrent pour la construction européenne avant de servir nos intérêts nationaux supérieurs. Ce chemin est une lente dérive qui a commencé avec la démission de De Gaulle en 1969, et puis qui a, de proche en proche, mais avec des écarts de plus en plus grands, est arrivé à la situation actuelle. Ça nous a mené à la situation actuelle. Je dirais que la dérive est évidente depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir en 2007. Aujourd'hui, il s'agit d'analyser la deuxième phase de l'assaut mené depuis un demi-siècle contre la France. Cette phase en cours depuis 2014, vous l'avez compris, c'est la liquidation du pays. En 2017, un homme d'une trentaine d'années, quasi inconnu de la population, entré en politique 3 ans plus tôt en tant que conseiller puis ministre des Finances du président Hollande, devient président de la République. Au terme d'une parodie de campagne électorale, rappelons quelques éléments, puisque maintenant ça remonte, c'est pas si vieux que ça remonte à 7-8 ans, mais enfin on oublie vite. Parodie de campagne électorale, puisque derrière lui, il y avait le rouleau compresseur des médias officiels qui chantaient ses louanges 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui consacraient les 3/4 ou 80% de leur temps, consacraient l'essentiel de leur temps à parler de lui. Tous les autres avaient droit à une portion beaucoup plus réduite, y compris le deuxième favori qui était François Fillon. Les électeurs ne voient pas que cela signifie, comme le nez au milieu de la figure, que cet inconnu est l'homme de l'oligarchie,
et qu'il a été choisi par elle pour exercer son pouvoir à travers lui. Depuis cette époque, vous êtes, je l'espère, nombreux à avoir compris, à avoir vu le lien qu'il y a entre la place qu'un homme politique ou qu'une voix officielle occupe dans les médias du système, c'est-à-dire dans les grands médias que tout le monde connaît depuis très longtemps, et son degré d'indépendance par rapport au système. Tous ceux qui sont mis en avant d'une manière ou d'une autre par les médias, dont le Mediapart, que ce soit en bien, en mal, de manière critique ou peu importe, sont des gens qui font partie du système. Ceux dont les médias ne parlent que très rarement sont des gens qui font plutôt partie, mais qui ne sont pas complètement sûrs. Et puis ceux dont on ne parle jamais sont des gens qui sont invisibilisés. C'est une technique que l'on voit par exemple sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Ce sont ceux qui véritablement sont étrangers au système et que le système regarde comme étant un danger pour lui. Alors dans le cas de Macron, c'est évident qu'il était totalement l'homme du système, à un degré qui ne s'est jamais vu. Je révélais une haute conscience citoyenne, puisque, comme raison avancée par les futurs électeurs, il est jeune, pour d'autres il est beau, pour d'autres il présente bien, pour d'autres enfin il parle bien, et puis pour certains, c'est assez amusant, il a épousé une femme plus âgée que lui. Cela donc se présentait très bien pour Macron, mais on ne sait jamais, il ne faut rien laisser au hasard, et donc pour mieux assurer son élection, la justice sera mise à contribution pour liquider au terme d'une instruction éclair son concurrent considéré comme le plus sérieux, vous vous en souvenez, c'est François Fillon. Sous le prétexte d'une affaire insignifiante montée en épingle par les journalistes à gages. Donc si je vous rappelle les circonstances rocambolesques de cette élection, c'est parce qu'elle résume la nouvelle phase dans laquelle entrait alors le pays, c'est-à-dire la confiscation de l'élection présidentielle par l'oligarchie, en utilisant les moyens dont elle dispose, c'est-à-dire notamment les médias, puisqu'elle en est propriétaire. Comme 10 ans plus tôt, le traité de Lisbonne avait confisqué le référendum. Donc un pas de plus, une marche très, très haute de plus, vers la dégringolade, dans le sens de la dégringolade de la souveraineté française, du peuple. Dans l'histoire de cette liquidation de la France, que je fais commencer en 2014, il faut bien sûr s'intéresser à Macron, puisqu'il est au centre de cette ultime phase. Et quand on passe en revue ses actions, depuis son entrée en politique il y a 10 ans, à l'époque comme conseiller du président Hollande, on ne trouve pas grand-chose qui semble aller dans le sens des intérêts du pays. Cela amène quelques questions. Pensait-il poursuivre le bien de la France? Dans ce cas, comment comprendre tant de décisions et des mesures qui ont abouti à la situation pré-catastrophique actuelle? Ou, tout simplement, son objectif, ou sa feuille de route, qui lui a été assignée par les puissants qui l'ont hissé à la présidence de la République, cet objectif est-il d'achever le démantèlement de la France pour la fondre dans une Union européenne fédérale? Ce qui est, comme je vous l'ai rappelé en introduction de cette vidéo, le courant dans lequel se trouve la France depuis maintenant 50 ans. Son bilan, que l'on va voir de manière un peu détaillée dans les minutes qui suivent, donne une plausibilité particulière à cette explication. Cela dit, l'objet de cette vidéo n'est pas d'instruire le procès de Macron, mais de comprendre le sens et la portée de ces 10 ans de pouvoir sur le pays. Il me paraît plus fécond, pour comprendre ce que veut ce président, de s'intéresser à son style de communication, avec les Français particulièrement, que de ne regarder que ses actions de président, même si évidemment elles sont importantes, du moins chaque angle écarte-t-il l'autre. Ce que serait sa présidence, il nous l'avait annoncé et montré dès ses débuts. Sa boussole en tant que président français est avant tout de faire avancer la construction européenne. Il nous le dit simplement au début de son discours, le soir de son élection de 2017. De mémoire, c'est la première fois en France, et sans doute dans le monde, qu'un président annonce à son peuple que son objectif principal n'est pas l'intérêt du pays, mais un intérêt extérieur. Tous ceux qui étaient attentifs en ont déduit que l'intérêt de la France serait systématiquement sacrifié pour celui de l'UE, et aussi de l'Allemagne, considérée comme pays leader, depuis que les dirigeants français préfèrent ne pas troubler la quiétude de l'Union européenne que de défendre le leadership de la France. C'est plus confortable de laisser devenir leader un pays qui ne demande que ça, que de se battre. Comme ça,
on est fortement déresponsabilisé. On n'est pas leader et on fait partie d'un ensemble qui s'appelle l'Union européenne, dont la gouvernance est entre les mains d'une organisation qui s'appelle la Commission européenne. Bon. On n'est pas leader, mais en attendant, on est quand même un politique avec les nombreux avantages que cela comporte, notamment en termes de rémunération et d'avantages en nature. Dès les premières communications de Macron, j'ai découvert, vous aussi sans doute, et comme tous nos compatriotes, une communication présidentielle qui enfourche les thèmes anxiogènes à la mode, qui assiège la conscience des opinions publiques occidentales depuis des décennies, le changement climatique, la transition énergétique, la lutte contre le carbone, et d'autres thèmes plus européens comme le retrait du nucléaire. Je dis plus européen puisque la campagne antinucléaire est quelque chose qui ne se développe qu'en Europe. Tout le reste du monde ne demande qu'à installer des centrales nucléaires pour contribuer à résoudre ces problèmes d'énergie, l'insuffisance d'énergie disponible. Alors ces thèmes sont censés lui attirer les faveurs d'une majorité transpartisane de la population, du moins tout montre que c'était là son idée, ne serait-ce que la fréquence et l'assiduité avec laquelle il les enfourche, il les sort, il disserte sur eux. Ok, mais le rôle d'un chef d'État n'est-il pas plutôt d'éveiller la lucidité du peuple en l'éclairant sur le pourquoi de ces campagnes de peur millénaristes gigantesques dont il est le jouet, et qui se développent depuis 40 ans, en amenant la population à se poser une question simple: qui tire profit de ces campagnes et qui en est pénalisé? Par exemple, les Français qui ont peu de moyens pour se loger et qui, depuis le début de cette année, ne peuvent plus se loger dans les logements de classe énergétique G, alors même que ces logements remplissent la première fonction, qui est de faire en sorte que ces gens ne soient pas dans la rue. Je pense qu'il vaut mieux avoir froid dans un logement insuffisant chauffé que froid dans la rue, les températures ne sont pas les mêmes. Il nous est vite apparu que son éloquence est faite de formules creuses, mais qui sonnent bien. Et quand on n'est pas trop naïf, on comprend qu'elles sont faites pour impressionner ses auditoires. Et c'est ce qui est important, sans jamais parler ni le langage de la vérité, ni des vrais sujets. Déclarations, desquelles ne sort rien de consistant, ça fait déjà un moment que les Ukrainiens, les Africains, les appellent macronés. Nous avons eu quantité de bavardages sur la transition énergétique, donc, mais rien sur la préparation de l'avenir de la France. Comme si la question de la transition énergétique, à elle seule, valait réponse à tout. Ce qui est très loin d'être le cas. Dans sa palette de communication, il n'y a pas que l'art de manier l'illusion, il y a aussi un virtuose de cette forme de mensonge qui est la présentation inversée du réel. Par exemple, quand il se félicite, un exemple parmi des quantités, quand il se félicite de la floraison de nouvelles entreprises, comme il l'a déjà fait plusieurs fois, en France bien sûr, il ne nous précise pas qu'il s'agit principalement d'auto-entrepreneurs. Et comme vous savez, les auto-entrepreneurs, ce sont plutôt des chômeurs en fin de droit que de vraies entreprises qui seront créatrices d'emplois. Cela fait partie de ces arnaques sémantiques dont il use et abuse, donc ça ne nous surprend pas trop parce qu'on a l'habitude de cela. Mais avec lui, ça prend des proportions qui sont celles d'un univers de mensonges. C'est à l'occasion de la pandémie qu'est apparue l'évidence. Alors, je vais être prudent dans mes termes parce que je ne me rappelle plus si, encore aujourd'hui, certains mots en rapport avec la pandémie et les soins qui permettent de l'éviter sont autorisés et ne sont pas susceptibles de faire sauter cette vidéo. Donc, j'emploierai des périphrases et vous comprendrez ce que je veux dire. Donc, à l'occasion de cette pandémie, qu'est apparue l'évidence du trucage sur lequel repose sa gouvernance. Personne n'a oublié le déferlement quotidien des fake news dans les médias, donc en 2020-2021, les médias officiels bien sûr, en particulier sur les chaînes de grande écoute, et notamment le décompte macabre, et bien sûr, les plus lucides ont compris tout de suite, les autres l'ont compris progressivement, bidonné, des nouveaux décès attribués de manière tout à fait mensongère à la pandémie. L'objectif de ces fake news, mise en scène par une propagande H24, ne pouvait qu'être de terroriser une partie de la population pour la jeter dans les filets des géants de la production de substances expérimentales dont l'injection est censée protéger de la pandémie, vous avez compris de quoi je parle,
On aurait donc pu s'attendre à ce qu'en tant que président, du moins moi j'ai été extrêmement scandalisé de voir que ce n'est pas ce qu'il faisait, il use de son autorité pour que cesse cette mascarade et toute la répression qu'elle avait permis contre des citoyens entendant exercer leur liberté de décider s'ils se feraient injecter ou non une thérapie expérimentale. Bon, ces citoyens étaient qualifiés par un terme très péjoratif et stupide qui commençait par « anti ». Non seulement le président ne l'a pas fait, mais il a pris la tête des opérations d'ingénierie sociale contre la population, au service de cette offensive des grands labos à la poursuite d'un jackpot de 10 milliards d'euros, puisque c'est effectivement ce que l'Union européenne, notamment le fameux scandale de Mme von der Leyen avec le patron des laboratoires Pfizer, c'est l'enveloppe que l'Union européenne a consacrée à la fourniture donc, de ces substances, etc., qui permettaient d'échapper à la pandémie, de s'en protéger, d'éviter qu'elle ne se propage, avant qu'on découvre que tout ça était complètement fou. Ce mode de communication et d'inaction va avec l'idée que l'intérêt supérieur de la France n'est pas son sujet. Et que, quand il s'agit de la France, il suffit d'amuser la galerie en parlant pour ne rien dire. On cherche en vain dans ces décisions une suite, une cohérence, un fil rouge, au bout duquel on entreverrait la recherche de l'intérêt du pays. Regardons pour le nucléaire civil, domaine s'il en est stratégique pour l'indépendance énergétique du pays, dans lequel il a fait des annonces et aussi pris des décisions. En 2020, il ferme les 2 réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim. Alors pour rappel, la décision avait été prise par François Hollande sous la pression des écologistes, c'est le fameux deal de haute trahison entre Hollande et les écologistes pour bazarder notre indépendance électrique et énergétique, tout ça pour devenir président de la République et ne rien faire. Mais Macron, une fois président, pouvait fort bien revenir dessus, mais il ne l'a pas fait. Il annonce en 2023, contre toute attente, enfin contre toute logique, compte tenu de ce qu'il avait entériné en 2020, il annonce en 2023 la relance du nucléaire civil j'entends, mais il laisse l'Union européenne ne pas intégrer le nucléaire dans la taxinomie des énergies vertes, alors que le gaz naturel, grand émetteur de CO2, en fait partie. Ce qui montre au passage dans quel délire idéologique antinucléaire est l'Union européenne. Alors, cette taxinomie des énergies vertes, c'est simple, c'est une liste dressée par l'Union européenne. Je ne sais quel service l'a faite, mais cette liste élit en quelque sorte les types d'énergie qui sont réputés être des énergies vertes, donc non polluantes, anti-CO2, etc., pour qu'elles puissent bénéficier de financement de l'Union européenne. Donc c'est très important, puisque bien évidemment, pour développer une filière énergétique, si vous êtes financé par l'Union européenne, c'est plus facile que si vous la financez tout seul. Si la relance des constructions de centrales nucléaires voit le jour, ce qui est loin d'être le cas, elles ne pourront donc pas bénéficier de financement européen. Contrairement à ces magnifiques exemples d'énergie verte que sont les centrales au gaz. Pour rappel, contrairement à ce que nous a raconté, le gaz est une énergie extrêmement émettrice de CO2. Donc on voit bien que tout cela est incohérent de la part de Macron. Veut-il relancer le nucléaire sans oser le faire? Veut-il continuer à défaire le nucléaire sans oser le faire? Toujours est-il que ce mauvais coup contre la dépendance énergétique de la France est dans la même ligne que la vente, en 2014, on va dire sous le regard bienveillant de Macron, du fleuron mondial de l'équipement des centrales nucléaires, entre autres activités. Alstom, à l'américain General Electric, qui est également une boîte gigantesque dans des domaines concurrentiels de ceux d'Alstom et dans d'autres domaines. À l'époque, Macron était ministre des Finances, et comme je vous l'ai dit, il a laissé faire. Alors qu'il aurait pu tout à fait l'empêcher, quoi qu'on dise. Et tout ça a débouché sur une enquête parlementaire. Si bien qu'en 2021, EDF, très probablement à la demande du président, du président de la République, pas du président d'EDF, désireux de sortir de ce scandale qui était pour lui une menace, puisque quelque part planait tout de même l'idée de la haute trahison, même si l'inculpation n'existe plus,
rachète à General Electric ses activités nucléaires, parmi lesquelles celles qui lui avaient été vendues 7 ans plus tôt. 7 ans plus tôt, oui, effectivement, 7 ans plus tôt. On conçoit que pendant ces années, General Electric a tout le temps de bénéficier du transfert de technologie d'Alstom, privant ainsi notre fleuron de son avance. Là encore, que veut réellement Macron? Comme si cela ne suffisait pas pour couper les ailes de notre nucléaire civil, de notre potentiel nucléaire civil, et de l'avance que nous avions, en 2019, de l'avance mondiale. Nous étions devant les Chinois, et devant les Américains, et devant les Russes. En 2019, c'est l'arrêt du projet d'avant-garde Astrid, lui-même, on va dire, fils ou petit-fils du fameux réacteur expérimental Superphénix, le surgénérateur. Je ne vais pas entrer dans les détails, ça prend du temps, et de toute façon, ce n'est pas ce que vous attendez de moi. Ce projet avait vocation à donner à la France des siècles d'indépendance énergétique. Alors, entrons un tout petit peu dans la technique, parce que c'est nécessaire à comprendre en quoi l'abandon d'Astrid a été un crime. Techniquement, il s'agit d'un réacteur à neutrons rapides, on s'en fout. Surgénérateur, ce qui est important, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est qu'il permet d'utiliser trois combustibles, le plutonium, l'uranium-238 et le thorium. Alors que les réacteurs actuels ne permettent d'utiliser qu'un seul combustible, qui est l'uranium-235. L'uranium-235 qui représente à peu près, je crois, 1% de l'uranium existant sur la planète, les 99% étant le 238. Donc vous comprenez à quel point il était révolutionnaire, notamment pour l'avenir de la filière, et la durée de cette énergie, de pouvoir utiliser l'uranium-238. Même chose pour le plutonium. Le plutonium est un sous-produit de la réaction nucléaire qui se fait dans les centrales nucléaires avec l'uranium-235. Donc ça permet de recycler, finalement c'est un déchet, de recycler ces déchets pour en faire du combustible. Quant au thorium, c'est également un combustible nucléaire qui est beaucoup plus présent sur la planète, et notamment en France, que l'uranium. Donc c'était formidable, cet Astrid, et on a calculé que, avec la conjonction de toutes ces énergies utilisables dans ce réacteur, eh bien, la France aurait eu une autonomie énergétique de 2000 ans. Cela dit, Astrid, chez nous, on a laissé tomber, et je crois, je ne l'affirme pas parce que je n'ai pas vérifié la chose avant de faire la vidéo, il y avait pas mal de trucs à revérifier pour faire cette vidéo. Je crois que les Chinois ont repris le flambeau, je ne sais pas comment, si c'est l'espionnage industriel, si on a laissé faire, peu importe. Enfin, ils ont repris le flambeau, et je me demande, je crois aussi que les Russes sont là-dessus, et peut-être aussi les Américains. Voilà. Donc nous étions premiers, et nous trouvons donc maintenant bon dernier. Et surtout, on a laissé passer une solution qui assurait notre réindustrialisation, puisque l'industrialisation a besoin d'énergie abondante et bon marché, qui nous aurait donné, dans notre environnement européen, des capacités d'exportation électrique extraordinaires, et puis aussi donc qui assurait notre autonomie énergétique pendant fort longtemps. Donc c'est un grand gâchis, c'est une perte de chance colossale pour l'avenir du pays, et une nouvelle fois, que veut Macron? Mais à ce sujet, un souvenir parmi d'autres, certains donc se rappellent certainement qu'en 2019, Macron avait conclu avec la chancelière allemande le traité d'Aix-la-Chapelle. Dans ce traité, plein de bonnes déclarations d'intention, qui sont ordinaires dans ce genre de documents, il y avait surtout l'objectif que les diplomaties françaises et allemandes s'unissent pour faire admettre l'Allemagne comme nouveau membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut rappeler ce que cela signifie, être membre du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une distinction exceptionnelle parmi tous les pays du monde, puisqu'il n'y a que 5 membres au Conseil de sécurité, et ce sont les pays qui sont reconnus comme étant les vainqueurs de l'Allemagne nazie et du Japon. Et ces pays sont les États-Unis, puisqu'ils ont fait la guerre sur les 2 fronts,
et c'est eux qui, à eux seuls, d'ailleurs, ont écrasé le Japon. La Russie, puisque c'est elle, c'est principalement elle qui a écrasé la Wehrmacht, qui était donc la source de la puissance allemande, au prix que l'on connaît chez les Russes. Et puis, il y a aussi la Chine dont les armées nationalistes se sont énormément battues contre l'envahisseur japonais, et qui a été martyrisée, la population a été martyrisée par les Japonais. La Grande-Bretagne, puisque c'est elle qui a tenu en 1940 contre l'aviation allemande, donc obligeant Hitler à renoncer à l'envahir, ce qui a probablement changé le cours de la guerre. Et puis la France, parce que finalement la France, grâce au savoir-faire politique de Gaulle, et puis grâce ensuite au rôle que les armées françaises qui ont été reconstituées par De Gaulle ont joué dans la libération de la France et de l'Europe, même si ce n'étaient pas les armées les plus importantes, bien sûr, mais c'était des armées significatives de plusieurs centaines de milliers d'hommes qui ont payé le prix du sang. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment trop peu mis en avant dans l'histoire de France, qu'on ne dit pas assez aux générations, qu'on n'a pas assez dit aux générations qui ont suivi. Et le fait que la France officielle était collabo ne doit pas faire oublier ce qu'a fait la France gaulliste, et qui justifie que nous ayons notre place au Conseil de sécurité. Alors s'il y a bien un pays qui n'a pas sa place au Conseil de sécurité, c'est l'Allemagne, tout le monde l'a compris. Et cette idée macronienne de soutenir l'Allemagne dans ce genre de prétention est assez scandaleuse. Scandaleuse parce que ça revient à passer l'éponge, à vouloir passer l'éponge sur ce qu'a fait l'Allemagne pendant la guerre. Alors c'est vrai, c'est vieux, mais il y a des choses qu'il ne faut pas oublier, ce qui n'empêche pas d'avoir fait la paix avec elle, etc., etc., mais il y a des choses qu'il ne faut pas oublier, qui justifient que l'Allemagne soit interdite de posséder l'arme atomique, comme le Japon. Voilà, c'est comme ça. Nous, on a le droit, eux, ils l'ont pas. Il n'est pas question que cela change. Il n'est pas question non plus qu'un pays qui a le passé de l'Allemagne puisse se retrouver au Conseil de sécurité de l'ONU. C'était quelque chose qui était assez abaissant pour la France de soutenir cette prétention allemande. Et puis surtout, si cela se faisait, ce qu'à Dieu ne plaise, de toute façon, les Russes, je pense, n'accepteront jamais que cela se fasse. Quand on a un pays qui a perdu 27 millions de ses citoyens pour arrêter l'invasion allemande et détruire l'armée allemande, n'acceptera pas ça. Mais si cela se faisait, eh bien la France perdrait en Europe de l'Ouest son avantage qualitatif sur l'Allemagne et sur tous les autres. Donc cela ne doit pas se faire. Surtout qu'à l'Allemagne, depuis que nos dirigeants ont renoncé à exercer à ce que la France ait le leadership de l'Union européenne, de l'Europe, eh bien l'Allemagne essaye de prendre la place de la France. Quand il n'y a personne, on occupe la place. Donc elle essaye ouvertement de dominer la France dans tous les domaines. Et cela ne doit pourtant pas avoir échappé au président français. Les Allemands, eux, voient clairement le bond en avant dans la puissance en Europe que l'Allemagne en obtiendrait. Il faut aussi regarder ce qui se passe au niveau justement de l'énergie, puisque la destruction de Nord Stream en septembre 2022, très probablement par les États-Unis, puisqu'on ne voit vraiment pas qui aurait eu intérêt à détruire Nord Stream à part les États-Unis, eh bien l'industrie allemande se trouve torpillée. L'industrie française d'ailleurs se trouve elle-même embêtée. Et l'Allemagne est condamnée à une électricité chère, qui est la conséquence de sa politique énergétique basée sur l'idéologie, c'est-à-dire arrêt du nucléaire, éolien et puis gaz. Et comme le gaz, on vient de voir que le gaz bon marché abondant c'est terminé, il y a un gros problème pour les Allemands. Bien, comme nous n'avons pas ce problème grâce à notre énergie nucléaire, les Allemands essayent clairement de nous refiler le même handicap qu'eux par le biais de ces fameux prix européens de l'électricité. Bon, il se trouve, là aussi, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc je ne rappelle pas techniquement comment ça marche. Enfin, c'est pas l'idée est toute bête. Il faut toute la complaisance pro-allemande et pro-européenne des dirigeants français pour avoir accepté ça. Parce que le prix européen de l'électricité est en général beaucoup plus élevé que celui qui sort de nos centrales nucléaires, et
que nos centrales nucléaires peuvent fournir pour la consommation domestique et industrielle de la France. Le prix européen de l'électricité, il suffisait à Macron de dire « allez vous faire foutre, nous on a une électricité beaucoup moins chère que ça, donc on se la garde, parce qu'en plus on n'a pas besoin d'importer votre électricité. Par contre, si vous voulez notre électricité, effectivement, on vous la vendra au prix européen, il n'y a pas de souci. Mais de manière absolument incompréhensible, eh bien, le gouvernement a décidé qu'en France s'appliquerait le prix européen de l'électricité. Ça ressemble quand même beaucoup à du sabotage. Pourquoi une décision aussi défavorable pour la France, dont le résultat est de priver nos entreprises de cet avantage concurrentiel naturel face aux entreprises allemandes? Peut-être que l'idée que Macron a derrière la tête, c'est le financement du déficit français, c'est-à-dire que lorsque le moment venu, la France aura besoin de la complaisance de la BCE pour financer son déficit, eh bien que l'Allemagne ne s'y oppose pas. Cela dit, n'oublions pas que c'est lui qui a mis les finances de l'État dans la situation actuelle, qui fait qu'on pourrait effectivement avoir besoin d'émissions monétaires de la BCE pour que l'État français ne fasse pas faillite. Bon, alors ces mauvaises décisions ne clôturent pas la liste des actions néfastes que Macron et ses gouvernements ont prises contre la France, mais elles me paraissent les plus lourdes ou les plus significatives. Et elles ont un point commun, elles font passer l'intérêt de l'Europe chimérique de Macron avant les intérêts qui, eux, sont tangibles de la France. La catastrophe globale qui se développe en France en est largement issue. Dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi qu'une Europe fédérale ne peut se faire que sur le cadavre de la France, et à quel moment vous l'avez compris. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez au pouce bleu, partagez-la sur vos réseaux, et vous savez que c'est très important, puisque ça fait partie des choses qui font que YouTube, mettra plus en avant notre chaîne que d'autres, et soutenez-la en vous abonnant, là aussi c'est très important, pour la même raison. Le texte complet de cette partie et de la première sera disponible prochainement sur le blog Question Finance. Je n'ai pas encore mis en ligne le texte de la première partie sur Question Finance, je vous l'avais annoncé, c'est pas encore fait, j'en suis désolé. Je compenserai en mettant en ligne la totalité des deux textes en même temps. À part ça, vous pouvez me retrouver sur le réseau LinkedIn, sur la lettre Question Finance 4 à 5 fois par semaine, il suffit de s'abonner, c'est gratuit. Portez-vous bien, merci de votre attention, à bientôt.